J'ai conduit pendant 9 heures sous une tempête, avec de l'arthrite dans les genoux. Un gâteau aux carottes fait maison sur le siège passager, pour surprendre ma fille pour son 50e anniversaire. Mais quand je suis entrée, trempée jusqu'aux os, j'ai entendu des rires venant de la cuisine. Mon Dieu, j'espère qu'elle aura un accident. Comme ça, on n'aura plus à supporter ces appels constants. La voix de ma fille, Laurel, claire comme le jour. Son mari a répondu. Ou au moins qu'elle se perde. Qu'on ait un week-end sans ces discours culpabilisants. Ils ont ri. J'ai laissé le gâteau sur le comptoir. 9 jours plus tard, j'ai modifié mon testament. 3 semaines après, ils se demandaient encore pourquoi leur carte de crédit était refusée. À 78 ans, j'ai enfin compris que la vengeance est un plat qui se sert mieux avec des conséquences financières. Avant de continuer, abonnez-vous pour d'autres histoires qui parlent de la force silencieuse qui sommeille en chacun de nous. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Je m'appelle Birdie Matt. Veuve depuis 12 ans. Survivante du cancer. Bibliothécaire à la retraite qui continue d'organiser ses épices par ordre alphabétique. Après la mort d'Harold, je suis restée dans notre maison coloniale à 2 étages, à Millbrook, parce que les souvenirs y faisaient encore compagnie. Je vis seule avec son cardigan toujours accroché à la porte de la chambre, et le jardin qu'il avait planté, désormais florissant sous mes soins attentifs. La relation avec mon unique enfant s'est refroidie au fil des années, bien que j'ai fait semblant de ne rien remarquer. Nos appels hebdomadaires devenaient de plus en plus brefs, son ton se tendait dès que je mentionnais une visite. Les excuses se multipliaient comme des mauvaises herbes, obligations professionnelles, rénovations, engagements sociaux, qui n'incluaient jamais de place pour moi. À Noël dernier, ils sont allés à la Barbade au lieu de rentrer à la maison. Le travail est dingue, m'a expliqué Kent. Leur Instagram, lui, montrait des cocktails sur la plage et des croisières au coucher du soleil. Je me suis blâmée. Trop dépendante, trop mélancolique, trop veuve incapable d'aller de l'avant. J'envoyais quand même des colis, des biscuits faits maison, des écharpes tricotées à la main, des chèques d'anniversaire de plus en plus généreux, au fur et à mesure que ma soif d'attention grandissait. Je suis devenue la grand-mère qui attend près du téléphone, qui découpe des articles de journaux que personne ne lira. Ce que je n'ai jamais soupçonné, ce qu'aucune mère n'imagine, c'est à quel point ils avaient monétisé mon amour. Les cartes de crédit que j'avais garanties pendant qu'ils rénovaient leur cuisine. Les prêts pour leur première maison, devenue entre-temps une maison Tudor de 4 chambres avec piscine chauffée. L'acompte pour une maison de plage, obtenu pendant qu'ils me disaient qu'ils n'avaient pas les moyens de venir pour mon anniversaire. La pluie tombe différemment aujourd'hui. Non plus comme une tempête à affronter, mais comme un rappel. Même les pires averses finissent par s'arrêter. Quand les dominos financiers que j'avais soigneusement placés ont commencé à tomber, quand leur vie parfaitement construite s'est effondrée sans mon soutien silencieux, j'ai découvert quelque chose de surprenant. La force ne se mesure pas à ce qu'on endure, mais à ce qu'on refuse finalement d'accepter. C'est comme ça que j'ai appris à ne plus être un paillasson, mais devenir la tempête. Le gâteau m'avait pris 2 jours à faire. 3 couches de gâteau aux carottes, avec un glaçage au fromage à la crème, décoré de minuscules carottes en massepain que j'avais façonnées avec des doigts qui ne se plient plus comme avant. Chaque carotte prenait presque 10 minutes, rouler le massepain teinté en orange, pincer une extrémité en pointe, ajouter les petites tiges vertes. J'en avais fait 24, arrangés en cercle sur le dessus comme un petit jardin. Laurel adorait le gâteau aux carottes depuis qu'elle avait 7 ans, lorsqu'elle avait déclaré à sa fête d'anniversaire que le chocolat, c'était trop banal. Je m'étais levée avant l'aube le jour de la cuisson, sortant le beurre pour qu'il ramollisse pendant que je râpais des carottes jusqu'à en avoir mal au poignet. La recette était celle de ma mère, améliorée au fil des décennies avec un supplément de cannelle et une pointe de muscade. Harold avait l'habitude de voler des bouchées de glaçage quand il pensait que je ne regardais pas. Je faisais semblant de ne rien voir. « Tu vas vraiment faire toute cette route toute seule ?» m'a demandé Teta quand je lui ai annoncé mon projet. Elle se tenait de son côté de la haie qui séparait nos allées, sécateur en main, des boucles grises s'échappant de sous son chapeau de jardinage. Nous étions voisines depuis 32 ans, depuis qu'elle avait emménagé après son divorce. Elle avait vu Laurel grandir, m'avait aidé à soigner Harold dans ses derniers mois, et m'apportait des plats cuisinés quand le cancer m'avait rendu trop faible pour cuisiner. Ce n'est pas la conquête de l'Ouest, Teta. Je prends l'autoroute, ai-je répliqué. Ce n'est pas la question, Birdie. La météo annonce de fortes pluies jusqu'au Connecticut. Et tes genoux? Mes genoux et moi avons trouvé un terrain d'entente,
ai-je dit en plaçant prudemment le gâteau dans le coffre, niché entre deux oreillers pour éviter qu'il ne glisse. Ils se plaignent, et je les ignore. Teta a soupiré comme elle le faisait toujours quand elle savait que discuter ne servirait à rien. Prends au moins ton téléphone portable et appelle-moi quand tu seras arrivé. Oui, maman, ai-je plaisanté, bien que nous ayons le même âge. Il faut bien que quelqu'un veille sur toi, a-t-elle marmonné en retournant à ses rosiers. Je suis partie à 4h30 du matin. Mon sac de voyage était prêt avec mon beau cardigan et la crème pour les mains à la lavande que Laurel aimait en petite. Mon thermos de café fumait encore, remplissant la voiture de l'arôme de French Roast et de la cannelle que j'avais saupoudré par-dessus. La radio diffusait doucement la station rétro sur laquelle Harold et moi dansions dans notre cuisine. La pluie a commencé juste à la sortie de Millbrook. De grosses gouttes éclaboussaient le pare-brise comme un aveu qui commence. En atteignant la frontière de l'État, elle s'était transformée en rideau de pluie incessant, réduisant la visibilité aux seuls feux arrière de la voiture devant. Mes essuie-glaces peinaient à suivre, grinçant sur le verre au rythme de la douleur dans mes genoux. Tu aurais dû écouter Teta, me suis-je dit à voix haute, ajustant ma prise sur le volant. Mes doigts se raidissaient déjà, l'arthrite empirant avec l'humidité. Mais j'ai continué à rouler. 9 heures s'étendaient devant moi comme une épreuve de volonté. Mais qu'est-ce qu'un peu de pluie et de douleur, comparé à la surprise sur le visage de Laurel quand j'arriverai à sa porte. Je l'imaginais en conduisant, ses yeux s'écarquillant, ses mains couvrant sa bouche, ce petit cri de joie qu'elle poussait encore parfois quand elle était vraiment ravie. « Maman ? Qu'est-ce que tu fais là ?» Et ensuite, l'étreinte. Celle qui vient du cœur. Celle que je n'avais pas ressentie depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. L'autoroute s'étendait devant moi, une rivière d'asphalte disparaissant dans des rideaux de pluie. Les camions projetaient des murs d'eau en me dépassant, m'aveuglant momentanément. Je ralentissais à 90, puis à 80, me penchant en avant comme si ces quelques centimètres pouvaient améliorer ma vision. Le gâteau était bien calé dans son support sur le siège passager. Ma manifestation physique d'amour et d'espoir. À une aire de repos dans le Massachusetts, je suis sortie de la voiture en grimaçant, mes genoux protestant contre le mouvement. Dans les toilettes éclairées au néon, je me suis tenue debout, massant du baume chauffant sur mes articulations. L'odeur médicinale se mélangeait désagréablement au désodorisant industriel. Une employée m'a regardée avec inquiétude. « Longue route devant vous ?» m'a-t-elle demandé en me tendant une serviette en papier. À peu près à mi-chemin, ai-je répondu, forçant un sourire qui devait ressembler à une grimace. « La météo va empirer », m'a-t-elle dit. « Vous devriez peut-être attendre. » Mais attendre n'était pas une option. Les anniversaires ne se repoussent pas, et j'avais calé mon arrivée juste avant le dîner que Laurel m'avait dit qu'elle organisait avec quelques amis. Je ne lui avais pas dit que je venais, nous ne nous étions pas parlé depuis les 3 jours précédents. La surprise était essentielle. Elle couperait à travers la distance émotionnelle qui s'était installée, contournerait la planification rigide et les limites de temps qui définissaient désormais nos rencontres. De retour sur la route, j'ai augmenté le chauffage pour chasser le froid de mes os. L'horloge du tableau de bord affichait 9h47. 5 heures restantes. À condition que la météo ne me ralentisse pas plus. J'ai avalé un ibuprofène à sec, grimaçant face à l'amertume. Pour me distraire de la douleur, j'ai laissé mon esprit vagabonder vers d'autres anniversaires. Laurel a 6 ans, rayonnante alors qu'elle ouvrait la maison de poupées que j'avais meublée pendant des mois, avec des rideaux cousus à la main et des cadres miniatures contenant des photos de famille. Laurel a 12 ans, soufflant les bougies d'un gâteau au chocolat en forme de pile de livres, sa période Nancy Drew battait son plein. Laurel a 16 ans, faisant semblant qu'elle portait tous les jours pendant 2 ans, même si ce n'était pas exactement le collier qu'elle voulait, celui que j'avais mis des mois à pouvoir lui offrir. Quand est-ce que tout avait changé? Quand mes appels étaient-ils devenus des interruptions? Mes visites, des obligations? Mon existence, quelque part entre l'embarras et l'inconvénient? Je n'arrivais pas à identifier le moment précis. Peut-être après la mort d'Harold, quand le chagrin m'a rendue plus dépendante que je ne l'avais jamais été. Ou peut-être quand elle a épousé Kent, avec sa maison de vacances familiale et son abonnement au country club, qui faisait passer ma modeste maison coloniale pour un souvenir pittoresque plutôt qu'un lieu chaleureux. Ou alors, quand je suis tombée malade, et que la possibilité de devoir s'occuper de moi est devenue une menace planant sur sa vie soigneusement orchestrée. La pluie s'intensifiait alors que je franchissais la frontière du Connecticut, tambourinant sur le toit comme des doigts impatients. Un camion s'était renversé plus loin, forçant le trafic à contourner lentement les véhicules d'urgence, dont les gyrophares se reflétaient sur l'asphalte détrempé.
Mon GPS a recalculé. 45 minutes de retard. En début d'après-midi, mon corps était une symphonie de douleurs. Le bas du dos crispé, la nuque raide, les genoux irradiants malgré les médicaments. Mais la détermination est une forme d'antidouleur en soi. J'avais conduit sous des tempêtes de neige pour amener Laurel à ses spectacles de danse. J'avais traversé des routes inondées pour assister à sa remise de diplôme. Ce n'était pas une petite tempête de pluie ni un peu d'arthrite qui allait m'arrêter. Les banlieues de Hartford apparurent à travers la pluie comme un mirage. Des noms de rues familiers sur les panneaux de sortie m'offraient l'assurance que j'étais presque arrivé. J'ai vérifié mon reflet dans le rétroviseur. Mon rouge à lèvres avait disparu, mes cheveux étaient aplatis d'un côté, écrasés contre la vitre. Peu importe. Je me rafraîchirai avant de me présenter. En entrant dans le lotissement de Laurel, la pluie s'est brièvement calmée, comme pour m'offrir un moment de clarté. Les maisons se dressaient, fières et distinctes, chacune avec une pelouse impeccable malgré la météo. La maison de Laurel, la plus grande du cul-de-sac, brillait chaleureusement dans l'après-midi qui s'assombrissait. À travers la fenêtre du salon, je voyais des ombres se mouvoir. Des préparatifs d'anniversaire, supposés jeux, pour une fête à laquelle je n'avais pas été invité. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, pas dans leur allée. Ça faisait partie de la surprise. J'ai soulevé prudemment le gâteau, vérifié une dernière fois que les carottes en massepain étaient intactes, puis suis sorti sous la pluie. Le trajet jusqu'à la porte d'entrée faisait à peine 6 mètres, mais j'étais trempé à mon arrivée. L'eau s'infiltrait dans mon col, jusqu'à mes chaussures confortables. Je n'ai pas sonné. La porte n'était pas verrouillée, comme toujours quand ils attendaient des invités. Des invités d'anniversaire. Juste, pas moi. Je suis entré dans le vestibule, l'eau s'accumulant sous mes chaussures. La maison sentait le romarin et l'ail, quelque chose rôtissait, qui rappelait les dîners que Laurel et Kent organisaient pour leurs amis. Des soirées auxquelles je n'étais plus convié depuis des années. Leur intérieur témoignait d'un goût soigneusement orchestré. La console ancienne, qui avait coûté plus cher que ma première voiture. Les tableaux abstraits, que Laurel me jurait être précieux bien qu'ils ressemblent à des œuvres d'enfants. Les photos de famille soigneusement alignées, pas une seule ne me montrait. Le sol en marbre de l'entrée brillait sous les spots encastrés, froid et immaculé, marqué seulement par mes traces mouillées. J'ai hésité, soudain incertaine. Devais-je appeler? Me présenter? Le gâteau pesait lourd dans mes bras. Un poids qui dépassait ses 3 couches, celui de la tante. Des voix provenaient de la cuisine, entrecoupées de rires. Laurel et Kent conversaient joyeusement. J'ai avancé lentement, répétant ma phrase d'entrée. Surprise. Trop cliché. Joyeux anniversaire, ma chérie. Trop sucré. Peut-être un simple « bonjour » suffirait. J'étais sur le point de tourner au coin du couloir quand j'ai entendu mon nom. Maman a encore appelé ce matin, dit Laurel, sa voix portant cette pointe d'agacement que j'avais notée ces derniers temps. 3e fois cette semaine. Qu'est-ce qu'elle voulait encore? Demanda Kent, l'air un peu las. Je me suis figé. La boîte du gâteau devenait de plus en plus lourde. Comme toujours. Parler pour ne rien dire pendant 1 heure. Me rappeler qu'elle est seule. Me faire culpabiliser de vivre ma propre vie. Mon souffle s'est bloqué. J'aurais dû partir à ce moment-là. Faire demi-tour. Sauver ma dignité. Mais mes pieds étaient comme collés au sol. Mon corps incapable de répondre à l'ordre de fuir. Au moins, elle ne s'est pas invitée à ton anniversaire, dit Kent. Tu te souviens de l'année dernière? Elle est restée 5 jours. Ne m'en parle pas. J'ai dû me cacher dans notre chambre pour avoir un peu de paix. Chaque mot était un coup physique. Je restais immobile, l'eau dégoulinant de mon manteau sur leur sol en bois brillant. Elle a parlé de peut-être venir bientôt, ajouta Laurel. Je lui ai dit qu'on était pris avec le travail. Bien. La dernière chose dont on a besoin, c'est qu'elle débarque à l'improviste. L'ironie aurait pu être comique, si ce n'était pas si dévastateur. Je les imaginais tels qu'ils devaient être à ce moment précis. Laurel, debout à l'îlot de cuisine en train de couper des légumes. Kent, en train de remuer quelque chose sur la cuisinière. Leur complicité domestique, plus un spectacle qu'une expression sincère de tendresse. Mon Dieu, j'espère qu'elle va avoir un accident, dit soudain Laurel. Et mon cœur s'est arrêté. Comme ça, on n'aurait plus à supporter ces appels constants. Kent a ri. Ou au moins qu'elle se perde. Qu'on ait un week-end sans culpabilité. Leur rire se mêlait,
comme un poison enrobé de miel. La boîte à gâteaux tremblait dans mes mains. Ma fille, la même enfant que j'avais soignée pour la varicelle, conduite aux urgences à minuit, dont j'avais sauvé les projets de science à 2 heures du matin, dont j'avais réparé les cœurs brisés avec de la glace et de la patience, venait de souhaiter ma mort. Et son mari, celui qui avait promis de respecter la famille qu'il rejoignait, avait ri. Je ne me souviens pas d'avoir décidé de bouger. Mon corps m'a simplement porté dans la cuisine où il se tenait. Laurel coupait des légumes. Kent remuait quelque chose sur la cuisinière. Exactement comme je l'avais imaginé. Leurs visages, quand ils m'ont vu. La couleur a quitté leurs joues, leurs bouches se sont ouvertes en parfait cercle d'horreur. Le temps s'est figé. Je pouvais voir la prise de conscience s'allumer dans leurs yeux, les calculs mentaux accélérés pour deviner combien j'avais entendu, quelle stratégie de rattrapage serait nécessaire. La main de Laurel est montée à sa gorge. Un geste qu'elle tenait de moi, que nous faisions quand les mots nous manquaient. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement posé la boîte à gâteaux sur le comptoir, me suis retournée, et j'ai quitté la maison par la même porte que j'avais empruntée. « Maman !» a crié Laurel derrière moi. « Maman, attends !» Mais j'étais déjà repartie sous la pluie, allant plus vite que mes vieux genoux ne l'auraient dû. Vers ma voiture. Vers la route qui m'avait amenée ici. « Birdie, s'il te plaît. » La voix de Kent s'est jointe à celle de ma fille. Ce n'était pas ce qu'on voulait dire. J'ai refermé la portière sur leurs excuses, tourné la clé dans le contact avec des mains qui avaient cessé de trembler. C'est étrange comme la clarté peut surgir au moment où tout s'écroule. Les essuie-glaces balayaient la pluie, obstinément, à gauche, à droite, vérité, amour, indifférence. Dans le rétroviseur, je les voyais debout dans l'allée, Laurel, les bras croisés sur elle-même, Kent, une main sur son épaule. Il semblait petit, insignifiant, rapetissant à mesure que je m'éloignais. Je ne me suis plus retournée. Quelqu'un vous a-t-il déjà trahi d'une façon que vous ne pouviez ignorer? Abonnez-vous et partagez votre histoire en commentaire. Parfois, la partie la plus difficile, c'est de s'éloigner de ce qui nous fait mal. La pluie semblait redoubler alors que j'atteignais l'autoroute, comme si la nature elle-même me protégeait dans ma fuite. Mes vêtements collaient à ma peau, froids et désagréables. Mais l'inconfort paraissait lointain, secondaire, face au vide grandissant dans ma poitrine. Le siège passager, maintenant vide de son précieux contenu, brillait dans la lumière grise de l'après-midi. Mon téléphone a commencé à vibrer dans mon sac. 1 fois, 2 fois, puis sans interruption, alors que les appels et messages affluaient. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir que c'était Laurel, tentant désespérément de réparer l'irréparable. Je l'ai mis en mode silencieux sans vérifier l'écran. Où va-t-on quand on réalise que chez soi n'était qu'une illusion? Quand l'amour sur lequel on comptait s'avère conditionnel? Quand la relation que l'on a tant nourrie s'avère n'avoir été qu'une obligation? L'autoroute s'étendait devant moi, ruban de possibilités. Aucune ne menait là où je pensais être 1 heure plus tôt. J'ai roulé sans but jusqu'à ce que le voyant d'essence s'allume. Sa lumière persistante me rappelait que, même en pleine crise émotionnelle, les choses pratiques exigent notre attention. Un motel est apparu à travers la pluie. Un de ces établissements routiers, à la décoration dépassée et à la propreté douteuse. Le panneau « Vacancy » clignotait comme un présage m'offrant non seulement un abri, mais aussi l'anonymat. La chambre sentait le désinfectant et la vieille cigarette. La couverture à fleurs tentait maladroitement d'inspirer de la gaieté. Je me suis assise au bord du lit, encore dans mes vêtements trempés, fixant le papier peint jusqu'à ce que ma vision se brouille. Pour la première fois depuis que j'avais entendu ces mots dévastateurs, je me suis laissé ressentir pleinement le poids de ce qui s'était passé. Ce n'était pas seulement une remarque cruelle, lancée dans un moment de frustration. C'était le résultat d'années de rejet subtil. D'excuses de plus en plus évidentes. D'une relation qui dépérissait, alors que je continuais à l'arroser d'espoir. Ma fille n'avait pas simplement refusé ma visite. Elle avait rejeté ma place dans sa vie. Mon téléphone a vibré 17 fois cette nuit-là. Je n'ai pas répondu. Le matin est arrivé à travers les rideaux minces du motel. J'avais dormi dans mes vêtements, trop engourdi pour penser au confort. Mon téléphone s'était enfin tu vers 2 heures du matin. Batterie vidée par les notifications. Sous la lumière crue de la salle de bain, j'ai à peine reconnu mon reflet. Mes yeux semblaient vides, les rides autour de ma bouche plus marquées. J'ai pris une douche, me suis rhabillée avec les vêtements de la veille, puis j'ai vérifié mon téléphone. 27 appels manqués. 42 messages. Laurel,
Maman, s'il te plaît, rappelle-nous. Tu as mal compris. Laurel, on plaisantait, ce n'était pas contre toi. Kent, Birdie, s'il te plaît, laisse-nous t'expliquer. Laurel, maman, je suis inquiète. Où es-tu? Laurel, ce n'est pas juste. Tu me fais peur. Kent, au moins dis-nous que tu vas bien. Laurel, si tu ne rappelles pas, je vais devoir appeler la police. Le dernier message était un bluff. Laurel ne prendrait pas le risque d'avoir à expliquer pourquoi sa mère âgée s'était enfuie en détresse. J'ai retourné le téléphone face contre la table et envisagé mes options. Je pouvais rentrer chez moi et faire comme si rien ne s'était passé. Je pouvais les confronter, exiger des excuses. Ou, je pouvais faire quelque chose de totalement différent. Ce n'était pas la première déception. Il y avait eu de plus petites trahisons que j'avais ignorées. Le Noël qu'ils avaient annulé en prétendant que Kent avait la grippe, puis posté des photos de vacances au ski dans le Vermont. Le week-end où mes affaires de toilette avaient été déplacées de la salle de bain des invités à un placard avant l'arrivée de leurs amis. Le cadeau de remise de diplôme que j'avais envoyé à la nièce de Kent, et qui m'avait valu une carte de remerciement adressée à M et Madame Richard, comme si j'étais une étrangère. Des moments que j'avais pris pour des oublis, mais qui formaient un schéma que je ne pouvais plus ignorer. Au lieu de rentrer chez moi ou d'aller chez Laurel, j'ai entré une nouvelle adresse dans mon GPS. Une résidence à White Plains. Assez proche pour récupérer ce dont j'aurais besoin à la maison. Assez loin de Laurel pour garder de la distance. Un espace où penser, sans le poids des habitudes. Mon téléphone a sonné à nouveau. Pas Laurel. Pas Kent, Theta. Birdie, Dieu merci. J'essaie de t'appeler depuis hier. Tu vas bien? Laurel m'a appelé. Elle a dit qu'il s'était passé quelque chose. Je les ai entendus, Theta. J'ai entendu ma fille souhaiter que j'ai un accident de voiture. Et que je meure. Silence. 3 battements de cœur. Où es-tu? Demanda-t-elle enfin, la voix tendue d'une colère contenue. En route pour White Plains. Bien. Ne retourne pas là-bas. Rentre quand tu seras prête. J'ai cette bouteille de Glenfiddich qu'Harold m'avait offerte avant sa mort. Il est temps qu'on l'ouvre. Pour la première fois depuis que j'avais franchi le seuil de la cuisine de Laurel, un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Pas du bonheur, c'était trop tôt pour ça. Mais une reconnaissance. Une vérité que j'avais ignorée. Je venais peut-être de perdre une fille. Mais je n'étais pas seule. Je rentrerai dans quelques jours, ai-je dit. Garde le whisky au frais. On ne boit pas le scotch froid, barbare, a répondu Theta. Et cette normalité dans notre échange m'a semblé être le premier terrain solide que je touchais depuis 24 heures. J'ai raccroché et repris la route. L'autoroute déroulant devant moi comme une question à laquelle je n'étais pas encore prête à répondre. La pluie avait lavé le monde. Tout semblait propre. Neuf. Le monde était rafraîchi d'une manière que je ne pouvais pas encore ressentir. Mais quelque part entre la douleur et l'horizon, une petite partie de moi, déterminée, commençait à envisager ce qui pourrait venir ensuite. Pas le pardon. Pas encore. Peut-être jamais. Mais autre chose. 3 jours dans cette résidence m'ont apporté quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La solitude sans la sensation de solitude. Aucun appel à prendre. Aucune apparence à maintenir. J'ai acheté des vêtements neufs dans un centre commercial à proximité. Des choses pratiques, rien à voir avec les robes fleuries que Laurel me conseillait toujours pour égayer mon look. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux, sauf pour Theta, qui me donnait des nouvelles de ma maison et de mon chat, Monsieur Darcy. Tu sais qu'ils sont venus ici? M'a dit Theta lors de notre appel du soir. Laurel et Kent. Ils ont frappé à ta porte, puis à la mienne en voyant que tu n'étais pas là. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que tu étais en sécurité et que tu les contacterais quand tu serais prête. Kent a essayé son petit numéro de charme. Je suis vieille, pas idiote. Le 4e matin, j'ai appelé ma banque. J'aimerais avoir des informations sur les comptes où je suis listée comme garante. Après vérification de mon identité, la représentante a demandé. Vous voulez dire des comptes conjoints, Madame Matt? Non. Des comptes pour lesquels j'ai fourni une garantie financière. Carte de crédit, prêt, tout ce pourquoi mes actifs servent de caution. Ce qui a suivi a été plus douloureux encore que d'avoir entendu la remarque de Laurel. 4 cartes de crédit, avec des plafonds totalisant 75 000 $, toutes garanties par mois. Un prêt personnel de 30 000 $, contracté il y a 2 ans. Une garantie hypothécaire sur leur maison. Et quand ces accords ont-ils été pris? Ai-je demandé, la voix stable malgré mes mains tremblantes.
Le compte le plus ancien avait été ouvert il y a 8 ans. Le plus récent, il y a 6 mois. 6 mois plus tôt, quand Laurel m'avait appelé en pleurant à propos des problèmes professionnels de Kent. J'avais proposé d'envoyer de l'argent. Elle avait refusé, disant « On n'a pas besoin de charité, maman. Juste d'un peu de soutien moral. » Ce qu'elle voulait dire, c'était que ma signature valait plus que ma compassion. Après la banque, j'ai appelé l'ancien conseiller en placement d'Harold. Madame Matt, quel plaisir. Ça fait quoi, 5 ans au moins? J'ai besoin une évaluation complète de mes actifs. Tout ce qu'Harold a laissé. Tout ce que j'ai acquis depuis. Il m'a envoyé le résumé par email cet après-midi-là. La maison coloniale à Millbrook, qui vaut aujourd'hui le triple de ce qu'on avait payé. L'assurance vie d'Harold, que j'avais investie au lieu de la dépenser. Ma pension d'enseignante. Mes actions, qui avaient lentement prospéré grâce à une gestion prudente. Des héritages familiaux, comme la bague en saphir de ma mère, et la collection de montres de poche du grand-père d'Harold. En tout, un peu plus de 1,9 million de dollars, presque assez pour la maison de plage à Rhode Island que Laurel et Kent économisaient pour acheter, tout en prétendant ne pas avoir les moyens de m'acheter un billet d'avion pour Noël. La maison de plage. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place lorsque j'ai appelé Martha, la mère de Kent, avec qui j'avais toujours entretenu une relation cordiale, quoique distante. Birdie. Quelle belle surprise. Tu appelles pour la maison de plage? Je sais que Laurel est tellement excitée. La maison de plage, ai-je dit d'une voix neutre. Celle qu'ils achèvent le mois prochain, selon Kent. Le prêt de son père et moi a vraiment aidé. Et je crois comprendre que tu contribues aussi. Je ne le faisais pas. Du moins, pas consciemment. Mais je commençais à comprendre exactement le rôle que ma stabilité financière jouait dans leur vie. Ce soir-là, assise sur le lit de l'hôtel, entourée de dossiers, de notes et de relevés, j'ai construit une chronologie de la manipulation financière et émotionnelle, si méthodique qu'elle ne pouvait être que délibérée. Chaque retrait de mon compte émotionnel correspondait à un retrait de mon compte bancaire. Chaque visite annulée venait avec une nouvelle demande d'aide. Chaque exclusion de leur vie s'accompagnait d'une extension de mon rôle dans leur plan financier. Je pensais à Harold. À quel point il avait pris soin de bâtir notre sécurité. Combien il était fier de m'avoir laissé à l'abri. Prends soin de Laurel, m'avait-il dit dans ces derniers jours. Mais ne la laisse pas profiter de ton cœur. Il avait vu ce que je refusais d'admettre. Dans le miroir de l'hôtel, je n'ai pas vu une vieille femme naïve trahie. Mais l'ombre d'une femme forte. Celle qui avait élevé un enfant seul durant les déploiements militaires de son mari. Qui avait obtenu un master à 40 ans, tout en travaillant à temps plein. Qui avait affronté un cancer avec plus de courage qu'elle n'en avait actuellement face à ce dysfonctionnement familial. J'ai passé un dernier appel ce soir-là, à Harriet McGill, ma partenaire de bridge depuis 15 ans, et la plus redoutable avocate spécialisée en succession du comté. J'ai besoin de te voir, ai-je dit lorsqu'elle a décroché. C'est au sujet de mon testament. C'est à propos de Laurel? Demanda Harriet avec sa franchise habituelle. Oui. Et à propos de toi, ajouta-t-elle. Il était temps. Mon bureau, jeudi, 10 heures. Quand j'ai raccroché, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Pas la douleur de la trahison. Pas le vide du chagrin. Mais une certitude froide et claire. Ce n'était pas une question de vengeance. C'était une question de justice. Et ça commençait avec la femme dans le miroir. Le bureau de Harriet offrait une vue sur la côte et des fauteuils délibérément inconfortables. Comme Harriet elle-même, cet endroit dissuadait la faiblesse. À 72 ans, elle teignait encore ses cheveux d'un rouge flamboyant et portait des talons de 8 cm. Elle était redoutable. « Tu as l'air différente », dit-elle au lieu de me dire bonjour. « Je suis différente. » Elle acquiesça, m'indiqua une chaise. « Raconte-moi. » Je l'ai fait. Tout. Du trajet de 9 heures à la conversation entendue, jusqu'aux découvertes financières. Harriet prit des notes sans m'interrompre, son expression impassible, même dans les détails les plus douloureux. « Et maintenant ?» demanda-t-elle une fois mon récit terminé. « Je veux changer mon testament. Entièrement. Et j'ai besoin de conseils pour retirer mon soutien financier sans me mettre en danger. » Le sourire d'Harriet fut bref, mais sincère. « J'attends depuis des années que tu dises ces mots. Nous avons commencé par le testament. Pendant 2 heures, nous avons reconstruit l'intégralité de mon plan de succession. La maison de Maple Street. Le portefeuille d'investissement. Tous les actifs financiers.
seront légués au refuge pour femmes de Millbrook, où j'avais fait du bénévolat après la mort d'Harold. Mes effets personnels seraient distribués à mes amis, avec des legs précis pour Theta et d'autres voisines qui avaient montré un véritable attachement. Et pour Laurel? Demanda Harriet, stylo en main. J'ai réfléchi. Ma boîte de recettes et mes journaux intimes. Pour qu'elle puisse lire l'histoire de la mère qu'elle a rejetée. Et la vie qu'elle n'a pas su apprécier. Harriet nota. Délicieusement mesquin. J'approuve. Ensuite vint le désenchevêtrement financier. Harriet fit venir son associé, spécialisé en droit bancaire. Ensemble, nous avons rédigé des lettres révoquant mes garanties sur les comptes de Laurel et Kent. Effet immédiat. Nous avons informé leur banque hypothécaire que je retirais ma garantie secondaire sur leur prêt immobilier. Nous avons fermé des comptes conjoints que j'avais oubliés. Et ouvert de nouveaux comptes uniquement à mon nom. Ils vont ressentir ça sous peu, prévint l'associé. Les plafonds de crédit vont être réduits, peut-être à 0. Les conditions de prêt pourraient être. Les conditions de prêt pourraient être réexaminées. Je comprends, ai-je dit, en signant un autre formulaire, la main ferme. La vente de la maison de plage va presque certainement échouer sans ton soutien financier, ajouta Harriet. Je me souvenais de la voix de Laurel. Mon Dieu, j'espère qu'elle va avoir un accident. Je repensais à leur rire, à la cruauté désinvolte de ceux qui me voyaient comme une ressource, et non comme une personne. Qu'il en soit ainsi, ai-je répondu. Avant de quitter le bureau de Harriet, j'ai pris une dernière décision. J'ai rappelé Martha Richard, la mère de Kent. Je voulais vous informer que j'ai retiré mes garanties financières des comptes de Laurel et Kent, ai-je dit sans détour. Je ne comprends pas, répondit-elle, clairement confuse. Quelle garantie? Celles qu'ils utilisent pour obtenir des crédits et des prêts. Y compris, je le soupçonne, pour le prêt de la maison de plage. Silence, puis. Birdie. Ils nous ont dit que tu payais la moitié de l'apport. C'est pour ça qu'on leur a prêté l'autre moitié. Un rire amer m'échappa. Eh bien non. Et je ne le ferai pas. Je pensais que vous deviez le savoir avant la signature finale. Ce soir-là, de retour dans ma chambre d'hôtel, je ne ressentais ni triomphe, ni culpabilité, mais une étrange clarté paisible. J'ai commandé un repas en room service, un luxe que je m'accordais rarement, et j'ai mangé en regardant le coucher du soleil sur les toits de White Plain. Mon téléphone avait vibré toute l'après-midi. Des appels provenant de numéros inconnus. Sans doute Kent, essayant d'utiliser d'autres téléphones. Finalement, j'en ai décroché un. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda Kent, la voix tendue de panique plutôt que d'inquiétude. « Bonjour, Kent. Je vais bien, merci de t'en soucier. La banque a appelé pour toutes nos cartes de crédit. Ils disent que les comptes sont en cours de restructuration parce que tu as retiré ta garantie. L'organisme de prêt immobilier aussi. Et Martha a appelé à propos de la maison de plage. Oui, je lui ai parlé. Intéressant que vous ayez dit à vos parents que je contribuais à l'apport, alors que nous n'avons jamais eu cette conversation. C'était un malentendu, dit-il précipitamment. Écoute, on doit en parler. Quoi que tu crois avoir entendu ce jour-là. Je sais exactement ce que j'ai entendu. Et ce que j'ai appris depuis prouve que ce n'était pas un écart passager, mais un schéma. Birdie, s'il te plaît. Plus maintenant, Kent. Plus de manipulation. Plus de garantie. Plus de financement d'une vie dont je suis exclu, sauf quand mon score de crédit vous arrange. Donne un message à Laurel. La femme qu'elle espérait voir s'écraser est maintenant réveillée. J'ai raccroché. Et bloqué son numéro. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et réservé un vol pour le lendemain. 9 heures de route m'avaient mené à une révélation. Un vol de 90 minutes me ramènerait vers la résolution. En rangeant mes nouveaux vêtements dans ma vieille valise, je ne me sentais ni jeune, ni vieille, ni victorieuse, ni vaincue. Mais autre chose. Libre. Libre des illusions sur l'amour de ma fille. Libre des chaînes financières qui m'attachaient à des gens qui me voulaient du mal. Libre de réécrire les derniers chapitres de ma vie, sans obligation envers ceux qui avaient renoncé à toute place dans mon cœur. La pluie qui avait accompagné mon voyage jusqu'à chez Laurel avait laissé place à un ciel clair, comme si l'univers lui-même approuvait ma lucidité retrouvée. À 78 ans, j'avais enfin appris que certaines tempêtes ne sont pas faites pour être endurées. Elles sont faites pour effacer ce qui ne mérite plus d'exister. Avez-vous déjà dû choisir entre la paix et la famille? Abonnez-vous et mettez un j'aime si cela résonne en vous. À quel moment auriez-vous dit stop?
Commentez ci-dessous et suivez jusqu'aux conséquences. La maison avait une autre saveur à mon retour. Les pièces familières de ma maison coloniale étaient toujours là, les mêmes meubles, les mêmes photos, la même vue sur l'érable qu'Harold avait planté à la naissance de Laurel. Mais j'y circulais en femme nouvelle, une femme qui avait enfin reconnu sa propre valeur. Monsieur Darcy, mon chat, m'a accueilli avec son indifférence habituelle, puis s'est installé sur mes genoux toute la soirée, comme pour s'assurer que je ne disparaîtrais plus. Theta a apporté le scotch promis et s'est installé avec moi sur le porche, pendant que le crépuscule tombait sur le jardin. Il m'appelle tous les jours, dit-elle en faisant tourner l'ambre dans son verre. Laurel a l'air moins inquiète que furieuse maintenant. Les notifications financières doivent commencer à arriver, ai-je répondu. Les sourcils de Theta se sont levés. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Je lui ai tout dit. Le testament modifié, les garanties retirées, la vérité sur la maison de plage. Quand j'ai fini, Theta a levé son verre en un toast silencieux. Harold serait fier, dit-elle simplement. La première lettre est arrivée 3 jours après mon retour. Papier épais, crème, l'écriture soignée de Laurel sur l'enveloppe. Formelle. Ce que notre relation n'avait jamais été. Chère maman. Je ne sais pas ce qui se passe. Tu ne réponds pas à nos appels. La banque dit que notre plafond de crédit a été réduit parce que tu n'es plus garante. La mère de Kent dit que tu l'as appelé à propos du prêt qu'on a contracté l'an dernier. Quoi que tu penses. Ce que tu as entendu ce jour-là, tu as mal compris. C'était une blague. Juste de l'humour noir après une semaine stressante. Tu sais comment Kent et moi parlons parfois. S'il te plaît, appelle-nous. On s'inquiète pour toi. Avec amour, Laurel. Aucune excuse. Aucune reconnaissance. Juste du gaslighting déguisé en inquiétude. Une panique financière camouflée en préoccupation filiale. J'ai plié la lettre avec soin et je l'ai rangée dans la boîte où je garde les dessins d'enfance de Laurel, ajoutant cette ultime pièce à l'archive de notre relation. Ce soir-là, Kent m'a appelé depuis encore un nouveau numéro. La signature de la maison de plage est vendredi prochain, dit-il sans même dire bonjour. Les vendeurs ne prolongeront pas à nouveau. Il faut que tu réactives la garantie d'ici lundi. Bonjour, Kent. Je crains que ce ne soit pas possible. Birdie, sois raisonnable. C'est notre maison de rêve. On travaille pour ça depuis des années. Intéressant. Ces mêmes années pendant lesquelles vous me disiez ne pas pouvoir vous permettre un billet pour venir à Noël? Silence. C'était différent. Voyager pendant les fêtes, c'est cher. Et une maison à 1,5 million sur la plage, ça ne l'est pas? Au revoir, Kent. J'ai raccroché. Sans ressentir ni satisfaction ni remords. Juste une sereine certitude. J'étais enfin ancré dans une réalité solide. La semaine suivante apporta une escalade de désespoir. Des lettres quotidiennes de Laurel, moins tournées vers la réconciliation que vers l'urgence financière. Des messages vocaux de Kent, alternant charme et accusation à peine voilés. Même des appels de leurs amis, des gens que j'avais croisés lors de soirées où j'étais présentée comme « la maman de Laurel », jamais par mon nom, soudain inquiet de mon bien-être. Leur banque hypothécaire m'a envoyé une lettre formelle pour vérifier le retrait de ma garantie. Leurs sociétés de cartes de crédit ont fait de même. Chaque courrier était une preuve tangible de la façon dont ils m'avaient entrelacé dans leur réseau financier sans mon consentement éclairé. Mercredi, un SMS d'un numéro inconnu. Maman, s'il te plaît. On va perdre la maison de plage. Tout cet argent parti en fumée. C'est vraiment ce que tu veux? Je n'ai pas répondu. Mais ce message a clarifié quelque chose d'essentiel. Même maintenant, après tout ça, la préoccupation de Laurel allait à la maison, pas à notre relation. Pas une seule fois dans ses messages elle n'avait évoqué les mots cruels que j'avais entendus. Sauf pour dire que j'avais mal compris une blague. Vendredi matin, j'ai rencontré Oé, la meilleure amie de Laurel depuis la fac, dans un café de la ville. C'est moi qui l'avais appelée, pas l'inverse. Merci d'être venue, ai-je dit alors que nous nous installions avec nos cafés. Zoé avait l'air mal à l'aise. Laurel est morte d'inquiétude pour toi, Birdie. Elle dit que tu as mal compris quelque chose, et que maintenant tu la punis. J'ai souri. T'a-t-elle dit ce que j'aurais mal compris? Elle dit que tu as entendu une conversation privée et que tu l'as mal interprétée. J'ai entendu ma fille souhaiter que j'ai un accident de voiture et que je meure, ai-je dit calmement. Dis-moi, Zoé. Comment aurais-je dû comprendre ça? Les yeux de Zoé se sont écarquillés. Elle n'a pas pu dire ça. Elle ne pourrait pas. Elle l'a dit.
Et son mari Harry. J'ai bu une gorgée de mon thé. T'a-t-elle aussi dit qu'il m'utilise comme garante de crédit depuis des années? Qu'ils ont emprunté de l'argent à ses parents pour l'apport d'une maison de plage, tout en me disant qu'ils ne pouvaient pas se payer un voyage pour Noël? Le silence de Zoé était une réponse suffisante. Je ne t'ai pas appelé pour me plaindre, ai-je continué. Je t'ai appelé pour te donner ceci. J'ai glissé une enveloppe de l'autre côté de la table. C'est une invitation à ma fête d'anniversaire pour mes 79 ans le mois prochain. J'aimerais que tu viennes. Laurel et Kent ne sont pas invités. Quand Zoé est partie, visiblement secouée, je ne me suis pas sentie vindicative, ni coupable. Juste dans une paisible certitude, la vérité, une fois dite, crée sa propre justice. Cet après-midi-là, j'ai reçu un SMS de Martha Richard. La signature de la maison de plage a été annulée. Je pense que tu devrais savoir qu'ils te tiennent pour responsable auprès de tous ceux qui veulent bien écouter. J'ai répondu. Merci de m'avoir prévenu. Je suis désolé qu'il t'ait mise dans cette situation. Sa réponse a été rapide. Ne le sois pas. George et moi commençons à les voir plus clairement maintenant. Nous aurions dû t'écouter il y a des années. C'était peut-être la première vraie victoire. Pas les conséquences financières. Mais cette petite reconnaissance, je n'avais pas eu tort. 4 semaines après avoir laissé le gâteau, j'ai reçu un autre appel de Laurel. Cette fois, j'ai répondu. Maman, dit-elle, la voix brisée par ce qui ressemblait à du soulagement. Enfin. On était tellement inquiets. Vraiment? Ai-je demandé, le ton léger. Bien sûr. Tu as disparu. Tu as changé tous tes arrangements financiers sans nous prévenir. Tu as parlé à nos amis dans notre dos. J'ai entendu ce que tu as dit, Laurel, ai-je coupé? À propos d'espérer que j'ai un accident. À propos de vouloir un week-end sans mes leçons de morale. Un silence s'est étiré entre nous. C'était juste. Ne dis rien, ai-je dit. Ne m'insulte pas en mentant maintenant. Elle pleurait. Pas les larmes manipulatrices que j'avais vues si souvent ces dernières années, mais ce qui ressemblait à de vrais sanglots. On ne le pensait pas. On était juste stressés. Tu appelles si souvent et tu sembles toujours si seul, et on se sent tellement coupable. Voilà le problème, ai-je dit. Tu considères mon amour comme un fardeau, mes appels comme une obligation, ma présence comme quelque chose à supporter. Ce n'est pas juste, murmura-t-elle. Non plus que souhaiter ma mort, ai-je répondu. Et pourtant, nous en sommes là. Qu'est-ce que tu veux de moi? Demanda-t-elle enfin. Rien, ai-je dit. C'est justement ça, le point. Je ne veux plus rien de toi. Ni ton temps, ni ton attention, ni ton affection de façade. J'ai changé mon testament, supprimé mon soutien financier, et commencé à bâtir une vie qui ne tourne plus autour d'attendre les miettes de mon unique enfant. Tu ne peux pas simplement nous couper. Sa voix monta, la panique perçant. La vente de la maison de plage a échoué. Nos cartes sont à leur maximum. Les parents de Kent posent des questions sur les prêts qu'on ne peut pas rembourser. Et toujours, aucune inquiétude pour moi. Seulement pour ce que je pouvais leur fournir. C'est pour ça que tu m'appelles, Laurel? Pour que le robinet financier se rouvre. Non. Protesta-t-elle. Mais trop vite. Je veux réparer notre relation. Je t'aime, maman. Vraiment? Parce que l'amour exige du respect, et le respect exige de l'honnêteté. Tu n'as pas été honnête avec moi depuis des années. Ni sur tes sentiments, ni sur tes finances, ni sur ma place dans ta vie. C'est faux, dit-elle. Mais sa voix manquait de conviction. Quand est-ce la dernière fois que tu es venu sans rien demander? La dernière fois que tu m'as appelé juste pour parler, pas pour poser des limites ou gérer mes attentes. La dernière fois que tu m'as traité comme une personne que tu valorises, et non comme une charge à gérer? Son silence fut une réponse suffisante. Je ne serai plus ta banque, Laurel. Et je ne serai plus ton punching ball émotionnel non plus. Si tu veux une relation avec moi, ce sera selon de nouvelles conditions. Respect mutuel. Affection sincère. Honnêteté totale. Et si je ne peux pas respecter ces conditions? Dit-elle, la voix durcie, le masque de victime glissant. Alors on n'a plus de relation. C'est aussi simple que ça. Tu préfères avoir raison plutôt qu'être ma mère? Tu sais, Laurel. J'ai toujours dit que la famille passait en premier. Et je le pense encore. Mais ce que toi et Kent m'avez montré, ce n'est pas la famille. C'est de l'exploitation, déguisée en obligation. Je mérite mieux. C'est donc l'argent, hein? Dit-elle soudain.
Tu nous punis financièrement parce que tes sentiments ont été blessés? Non, Laurel. C'est une question de conséquences. Pour la première fois dans ta vie d'adulte, tes actes envers moi ont des conséquences réelles. L'aspect financier, c'est juste la partie la plus tangible. Ken te dit que tu as toujours été manipulatrice, lança-t-elle dans une tentative désespérée. Que tu utilises la culpabilité pour me contrôler. J'ai ri. Sincèrement amusé. Dit l'homme qui m'a convaincu de garantir des prêts pour une maison de plage. Alors que vous m'aviez dit que vous ne pouviez pas vous offrir un voyage à Noël. L'ironie serait délicieuse si elle n'était pas si triste. Donc c'est tout? 30 ans à être ma mère, effacée à cause d'un seul commentaire entendu? Pas effacée, Laurel. Transformée. Je suis toujours ta mère. J'aime encore l'enfant que tu étais, et la femme que tu pourrais devenir. Mais je n'accepte plus le rôle que tu m'as assigné. Celui de la sécurité financière et du bouc émissaire émotionnel. Si tu veux une relation avec moi, tu devras la bâtir sur la vérité. À commencer par reconnaître ce que j'ai entendu ce jour-là. Et si je m'excuse? Si je dis que je suis désolée pour ce que tu as entendu? Est-ce que tu remettras les garanties? Est-ce que tu aideras pour la maison de plage? Même maintenant, elle ne pouvait pas séparer relations et bénéfices financiers. Même maintenant, une excuse était une transaction, pas un pardon. Adieu, Laurel, ai-je dit doucement. Quand tu seras prête à parler de nous, sans mentionner d'argent. Tu sais où me trouver. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. Ne ressentant ni triomphe ni défaite. Mais quelque chose de plus profond. La paix. Pour la première fois depuis des années, j'avais dit ma vérité sans peur de l'abandon. Parce que j'avais déjà été abandonnée dans tous les sens qui comptent. Dehors, le printemps était arrivé. Pendant que je ne regardais pas, l'érable Carold avait planté bourgeonnait. Des promesses vertes déployées vers le soleil. Bientôt, il offrirait de l'ombre au jardin que j'avais négligé l'été dernier. Trop occupé à entretenir une relation qui n'existait que dans mon espoir. Cette année, je planterai à nouveau des tomates. Et peut-être autre chose. Des myrtilles, ou ces asperges que Teta m'avait encouragé à essayer. Des plantes qui prennent des années à s'établir. Mais qui, une fois enracinées, produisent pendant des décennies. À 78 ans, j'ai encore le temps de faire pousser quelque chose de durable. Quelque chose de réel. 6 semaines après l'orage, j'ai organisé ma fête d'anniversaire. Dans le jardin de ma maison à Millbrook. Pas la célébration extravagante que Laurel avait toujours voulu. Tu devrais louer le country club, maman. Faire quelque chose de spécial. Mais quelque chose de vraiment fidèle à ce que je suis. Teta était là, avec sa célèbre salade de pommes de terre. Harriet aussi, sa chevelure rouge flamboyante visible à 3 maisons de distance. Mon club de bridge, mon groupe de lecture, les femmes avec qui j'avais fait du bénévolat à la bibliothèque. Toutes ces personnes que j'avais reléguées en périphérie de ma vie. Tandis que je plaçais au centre ceux qui me valorisaient le moins. Et Zoé est venue. Elle avait choisi notre conversation honnête plutôt que des décennies d'amitié avec Laurel. Elle a essayé de me faire choisir un camp, m'a-t-elle confié pendant que nous arrangions des sandwichs aux concombres sur les plateaux en argent de ma mère. Elle a dit que je la trahissais en venant aujourd'hui. Et pourtant, tu es là, ai-je observé. Je suis là, confirma-t-elle. Il s'avère que la loyauté a ses limites, surtout quand on te demande d'ignorer la cruauté. Nous avons mangé du gâteau aux carottes. Pas celui que j'avais laissé sur le comptoir de Laurel. Mais une nouvelle recette, avec du gingembre, du zeste d'orange et une pointe de cardamome. Je l'ai servi sur ma belle vaisselle. Celle que j'économisais pour des occasions spéciales qui ne semblaient jamais assez importantes pour la sortir. Harriet a levé son verre alors que la lumière du soir dorait la pelouse. À Birdie, qui, à 79 ans, a plus de courage que la plupart des gens ayant la moitié de son âge. À de nouveaux départs, ajouta Teta. Et à la reconnaissance de sa propre valeur. Je regardais ces visages, certains connus depuis des décennies. D'autres plus récents. Et je sentis quelque chose s'élargir dans ma poitrine. Ceci, c'était une famille choisie et authentique. Ceci, c'était une connexion fondée sur le respect mutuel. Et non sur l'obligation. Les messages de Laurel arrivaient encore. Moins fréquents, mais tout aussi calculés. Maman, la banque pose des questions. Et la voiture de Kent est en panne, on n'a pas les moyens de la réparer. Je ne comprends pas pourquoi tu nous punis financièrement pour une simple remarque en l'air. Je ne répondais pas.
Certaines leçons ne peuvent être apprises que par l'expérience. Et l'éducation de Laurel aux conséquences était encore en cours. À la place, je me suis concentrée sur reconstruire la vie que j'avais mise en pause. En attendant l'approbation de ma fille. Je suis retournée au conseil de la bibliothèque que j'avais quitté quand Laurel avait dit « Ça te prend trop de temps loin de la famille ». Je me suis inscrite à un cours d'aquarelle au centre communautaire. Quelque chose que je voulais essayer depuis la mort d'Harold. Mais que je n'avais jamais priorisé. Et surtout, j'ai commencé à faire du bénévolat au refuge pour femmes de Millbrook. 3 après-midi par semaine. Beaucoup des résidentes avaient à peu près l'âge de Laurel. Des femmes qui reconstruisaient leur vie après des relations qui les avaient diminuées au lieu de les élever. Je les aidais à rédiger leur CV, à s'entraîner pour des entretiens. Parfois, je me contentais de les écouter déballer leurs histoires. « Vous ne ressemblez pas aux autres bénévoles plus âgés », m'a dit une jeune femme en travaillant sur sa candidature. « On dirait que vous comprenez. Comment quelqu'un peut t'aimer, et te blesser en même temps. J'ai un peu d'expérience dans ce domaine, ai-je répondu. Dans leur récit de manipulation et de gaslighting. Je reconnaissais des ombres de ma propre histoire. Différentes en intensité. Mais pas en nature. Quand la directrice du refuge a appris que j'avais modifié mon testament pour en faire bénéficier l'organisation. Elle a insisté pour m'emmener déjeuner. C'est un don considérable, Birdie. Puis-je vous demander pourquoi? Je lui ai parlé de Laurel. De la conversation entendue. De la prise de conscience de la manière dont j'avais été utilisée. Donc, c'est pour punir votre fille? Demanda-t-elle. Pas dans le jugement, juste pour clarifier. Non, ai-je répondu après réflexion. C'est pour honorer ce qui compte. Ces femmes font un travail difficile pour reconstruire leur dignité. Mon argent doit renforcer la force, pas entretenir la dépendance. À l'automne, j'avais retrouvé un rythme de vie. À la fois nouveau et familier. Comme un retour à une version de moi que j'avais laissée de côté il y a des années. J'ai planté ces buissons de myrtilles que Teta m'avait recommandés. J'ai rejoint un groupe de randonnée pour seniors. Qui se retrouvait chaque semaine pour explorer les sentiers locaux. Laurel a envoyé une carte d'anniversaire. Une carte achetée en magasin, avec un message générique. Et une carte cadeau pour une chaîne de restaurants. Aucune note personnelle. Aucune mention de notre dernière conversation. J'ai répondu par un SMS poli de remerciement. Maintenant la frontière que j'avais établie. Cordialité sans capitulation. Les conséquences financières poursuivaient leur cours pour elle et Kent. Par Martha, avec qui je prends maintenant un café chaque mois. J'ai appris qu'ils avaient dû emménager dans une maison plus petite. Incapables d'entretenir leur maison Tudor sans mon soutien. Kent avait pris un second emploi. Laurel avait commencé à vendre de l'immobilier. Elle qui disait autrefois que c'était indigne de son niveau d'études. Je ne tirais aucun plaisir de leurs difficultés. Mais j'en reconnaissais la nécessité. Trop longtemps, je les avais protégés. Des conséquences naturelles de leur propre choix. À présent, la réalité leur offrait. Ce que mon amour avait empêché. La chance de grandir à travers l'adversité. En novembre, alors que les premiers flocons recouvraient l'érable. Zoé m'a appelé avec une nouvelle. Laurel est enceinte. Environ 3 mois, dit-elle. Je pensais que tu devais le savoir. Je me suis assise. Je suis restée assise avec cette information pendant plusieurs jours. Les émotions emmêlées comme des pelotes de laine impossibles à démêler. Un petit enfant, quelque chose que j'avais souhaité, mais que j'avais cessé d'espérer. À mesure que Laurel approchait de la cinquantaine. Une nouvelle vie. Qui existerait au-delà des complications de notre relation. Une vie qui commence. Alors que d'autres sont en train d'être redessinées. Après mûre réflexion, je lui ai envoyé une carte. Pas un SMS. Pas un email. Mais une vraie carte, sur du beau papier à lettres. J'ai appris la nouvelle. Un enfant change tout. Parfois par sa présence, parfois par son absence. Je te souhaite la sagesse de reconnaître ce qui compte vraiment. Si un jour tu veux discuter d'une relation fondée sur le respect mutuel, plutôt que sur la dépendance financière, ma porte reste ouverte. Avec amour. Elle n'a pas répondu. Mais je ne m'y attendais pas. Certaines graines mettent du temps à germer. Si elles germent. 6 mois après ce trajet pluvieux vers le Connecticut. J'étais assise dans ma cuisine, en train de faire la liste des courses pour Thanksgiving. J'avais invité Teta, Harriet,
Et plusieurs nouveaux amis du refuge et du groupe de randonnée. Des gens devenus ma famille choisie. Durant cette saison de réinvention. Le téléphone sonna. Numéro inconnu. J'ai failli laisser filer vers la messagerie. Puis la curiosité l'a emporté. Bonjour, Madame Matt. Ici le docteur Leland de l'hôpital mémorial de Hartford. J'ai votre fille Laurel avec moi. Elle m'a demandé de vous appeler. Mon cœur s'est arrêté. Est-ce qu'elle va bien? Elle est stable. Elle a eu quelques saignements, ce qui l'a inquiétée pour la grossesse. Les examens sont rassurants, mais nous la gardons en observation cette nuit. Son mari est en déplacement, et elle m'a demandé de vous appeler. Merci de m'avoir prévenu, ai-je dit. Le cerveau déjà en train de calculer le temps de route jusqu'à Hartford. Elle m'a aussi demandé. Le médecin hésita, puis reprit plus doucement. Elle m'a demandé de vous dire qu'elle est désolée. Mais seulement si vous pensiez vraiment ce que vous avez écrit dans la carte. Je fermai les yeux un instant. Dites-lui que j'arriverai dans 3 heures. Le trajet jusqu'à Hartford n'avait rien à voir avec celui de 6 mois plus tôt. Pas de pluie. Pas de gâteau. Pas d'anticipation joyeuse ni de désillusion à venir. Juste le soleil clair de novembre. Et le ronronnement régulier de ma voiture sur l'autoroute. Me portant vers une conversation. Attendue depuis 6 mois, et 30 ans. Laurel paraissait petite dans son lit d'hôpital. Sa main posée protectrice sur le léger renflement de son ventre. Quand elle m'a vue, les larmes lui sont montées aux yeux. Pas celle, manipulatrice, dont j'étais devenue méfiante. Quelque chose de plus clair. Plus authentique. Tu es venu? Dit-elle simplement. Tu m'as demandé, ai-je répondu. En prenant la chaise à côté de son lit. Nous sommes restés en silence un moment. Le bip des moniteurs et les bruits lointains de l'hôpital remplissaient l'espace. Je vois une thérapeute, dit-elle enfin. Depuis que la maison de plage est tombée à l'eau. Au début, c'était pour gérer le stress. Elle baissa les yeux vers ses mains. Mais c'est devenu bien plus que ça. J'ai attendu. Lui laissant l'espace pour continuer. Elle m'a posé des questions que personne ne m'avait jamais posées. Sur pourquoi les appels me dérangeaient. Pourquoi je ressentais plus d'obligation que de lien. Pourquoi je pouvais dire des choses si cruelles à quelqu'un qui ne m'avait offert que de l'amour. Laurel releva les yeux vers moi. Je n'avais pas de bonne réponse. Et maintenant? Ai-je demandé doucement. Maintenant, je commence à comprendre que je t'ai puni pendant des années. Pour avoir été seule après la mort de papa. Pour avoir eu besoin de moi alors que je voulais être indépendante. Pour incarner une vie simple, alors que j'essayais si fort d'en construire une impressionnante. Sa voix se brisa. Pour m'avoir aimé inconditionnellement. Quand moi-même je n'arrivais pas à m'aimer. Ce n'était pas une rédemption complète. Ces choses-là prennent des années, pas des mois. Mais c'était un début. Une graine fendant une terre dure. Et pour les finances? Dit-elle ensuite. Perdre la maison de plage. Réduire la voilure. Kent a dû prendre un second job. C'était dur. Vraiment dur. Mais ma thérapeute dit. Elle eut un petit rire, humide. Elle dit que c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée. Qu'on construisait une vie sur les apparences, pas sur les liens sincères. Et toi, qu'en penses-tu? Ai-je demandé. Je crois qu'elle a raison. Et je crois que tu l'as su depuis le début. Laurel a tendu la main, timidement. Je ne te demande pas d'argent, maman. Ni de garantie. Ni rien de matériel. Je veux juste essayer de reconstruire quelque chose de vrai entre nous. Avant que ce bébé n'arrive. J'ai pris sa main. Sentant la chaleur de sa peau contre la mienne. Moi aussi, ai-je dit. J'aimerais ça. Nous n'avons pas tout réglé ce jour-là à l'hôpital. La vraie guérison n'est pas un moment. C'est un processus plein de rechutes et de petites victoires. Dans les mois suivants, nous avons établi de nouvelles routines. Cafés hebdomadaires, où les sujets financiers étaient interdits. Dîners familiaux occasionnels, avec des conversations plus profondes que les banalités. Kent avait plus de mal avec cette nouvelle dynamique. Son charme avait toujours été astérisque sa monnaie d'échange. Le charme de Kent avait rapidement perdu de sa valeur. Lorsqu'il ne pouvait plus être échangé contre des bénéfices matériels. Mais il faisait des efforts. Ne serait-ce que pour Laurel. Et pour l'enfant qu'ils attendaient. Quant à moi, j'ai maintenu la vie que j'avais construite pendant notre éloignement. Le refuge pour femmes est resté bénéficiaire de mon testament. Mais j'y ai ajouté un fonds pour financer les études de ma petite fille.
Mes amitiés se sont approfondies. Mes buissons de myrtilles ont pris racine. J'ai continué à peindre à l'aquarelle, à randonner sur les sentiers locaux, et à tester de nouvelles recettes que j'avais créées moi-même. Certains appelleraient cela de la vengeance. Moi, je préfère dire que ce sont des conséquences. À 79 ans, j'ai enfin appris que l'amour sans respect n'est pas de l'amour. Et que parfois, la chose la plus bienveillante qu'on puisse faire pour soi-même, et pour les autres, c'est d'arrêter de faire semblant. La pluie tombe différemment maintenant. Non plus comme une tempête à traverser, mais comme un rappel. Même les choses les plus dures finissent par passer, laissant le monde lavé, prêt pour ce qui vient ensuite. Le gâteau aux carottes que je prépare aujourd'hui contient moins de sucre et plus d'épices. Comme moi, peut-être. Comme la vérité qui nous a enfin libérés. Ce matin, alors que je mélangeais la pâte d'une nouvelle recette, mon téléphone s'est allumé avec un message de Laurel. Une échographie. Un petit profil, en noir et blanc, accompagné de ce simple texte. Ta petite fille. Elle a ton nez. J'ai touché doucement l'écran. Cette fenêtre vers un avenir que je n'étais pas certaine de vivre un jour. Puis, je suis retournée à ma pâte, intégrant des ingrédients frais, créant quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant. Comme la vie que je bâtis à 79 ans. Une conversation honnête à la fois. Une limite posée à la fois. Un choix à la fois. Le minuteur a sonné. Il était temps de sortir le gâteau du four. Il était temps d'avancer. Les yeux ouverts. Le cœur prudent, mais pas fermé. Il était temps d'accepter que certains voyages ne commencent pas par 9 heures de route sous la pluie. Mais par le courage de dire, assez. Je vaux mieux que ça. Nous le valons tous. À quel âge avez-vous enfin appris à vous valoriser au-dessus des attentes des autres? Il n'est jamais trop tard pour poser des limites et recommencer. Que vous ayez 29, 59 ou 79 ans. L'histoire de Birdie nous rappelle que le respect de soi n'est pas de l'égoïsme. C'est essentiel. Partagez cette histoire si vous avez déjà dû vous éloigner pour vous retrouver. Suivez-nous pour plus de récits sur la résilience, la réinvention et le courage silencieux qu'il faut pour recommencer. Souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour inventer une nouvelle recette de vie.